4 949 000 $, c'est ce que aurait coûté Mick Schumacher à Haas en 2021 en termes de casse. Son coéquipier Mazepin aurait coûté un petit peu plus de 2 7 8 je crois, ce qui porte un total de 7 747 000 $ de pots cassés à payer pour Haas, qui a été championne du monde des dégâts, on va dire, en 2021. Alors c'est un titre qu'elle a conservé de sa belle année 2020, qui voyait l'addition un petit peu moins violente quand même pour un total de un peu plus de 5 millions de $, dont le champion n'était autre que Romain Grosjean, qui totalisait un petit peu plus de 3 millions de $ de dégâts malgré son crash à Bahreïn assez violent, quoi. Donc oui, Mick Schumacher, il n'y est pas allé de main morte sur sa première saison. Bon, oui, Mick Schumacher a planté quelques bagnoles et a coûté une petite fortune à son équipe qui est loin de rouler sur l'or en 2021, mais est-ce suffisant pour juger ces 2 saisons en Formule 1 ? Non, bien évidemment que c'est bien plus complexe que cela, et à l'aube de le voir se faire éjecter de la catégorie reine pour se faire remplacer par Nico Hülkenberg, on va revoir un peu le pourquoi du comment, parce qu'un Schumacher qui se fait virer, bah c'est pas tous les jours que ça arrive. Il y a des noms qui ne laissent pas indifférents, qui marquent parfois plusieurs générations, qui parfois peuvent devenir des noms communs, Kleenex, Frigidaire, etc., et qui parfois vous mettent une image en tête directement, on sait exactement de qui ou de quoi on parle. Alors ça nous concerne pas forcément trop, mais nos parents et surtout nos grands-parents avaient l'habitude de dire d'un chauffard qui se prenait pour Fangio. Quand on dit Ayrton Senna, généralement on pense plutôt à un casque jaune la plupart du temps. Et quand on dit Schumacher, bah on pense à du rouge automatiquement, qu'on va associer à du succès en compétition. Alors forcément, quand on voit le nom Schumacher repointer le bout de son nez, qui plus est dans le sport automobile, bah ça attire l'œil, surtout quand il s'agit du fils. Et forcément, qu'on le veuille ou non, on va toujours comparer le fils au père d'une certaine manière. Ce sera toujours quelque part dans un coin de notre tête. Donc, finalement, notre avis, il est biaisé dès le départ, même si le peu de rationalité qui nous reste nous rattrape assez vite pour se dire qu'il y a peu de chances qu'il vienne titiller les records incroyables de son père, mais mine de rien, la pression du nom, elle est là. Alors la pression est d'autant plus présente que l'on a déjà eu des fils de champions du monde qui sont à leur tour devenus champions du monde. Et non sans mal pour le coup. Alors je pense à Damon Hill, fils du très grand Graham Hill, qui était un symbole pour le coup du vrai style de pilote à l'époque, du gentleman driver des années 60 quelque part. Le Damon, pour faire sa carrière et aller chercher son titre, il en a chié. Mais être le fils d'une légende de la F1, parce que c'était le cas de Graham, c'est lourd d'attente de la part de tout le monde. Alors plus récemment, je pense à Nico Rosberg, fils du champion du monde 1982 Keke, qui, contrairement à Schumacher et Hill, même si il a un titre, Keke Rosberg, il a un peu moins marqué l'histoire du sport que les autres. La pression sur les épaules de Nico, elle venait pas spécialement du nom, mais plutôt de l'autre côté du garage, pour battre l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, à machine égale comme il le déraille, equal machinery. Donc forcément, quand on regarde l'histoire, un fils de champion du monde qui est à son tour devenu champion du monde, c'est pas une première. Donc si c'est faisable, pourquoi pas Mick Schumacher? Du coup, maintenant la question c'est, qu'est-ce qu'on attend de Mick Schumacher à ce moment-là? Est-ce qu'on attend de lui d'être un crack générationnel? Est-ce qu'on attend de lui d'être un pilote bon, sans plus, qui doit encore prouver ses capacités? Est-ce qu'on attend de lui d'être à la hauteur du nom Schumacher? Mais c'est quoi être à la hauteur du nom Schumacher quelque part? Alors déjà, je pense que la première chose, c'est que Mick, il est pas là pour écrire un prologue de Michael Schumacher. Il est bien là pour écrire sa propre histoire en tant qu'individu. Et j'avoue qu'avant de le voir rouler en F1, je pense qu'on a tous eu un petit peu du mal à le détacher, non pas forcément de son nom Schumacher, mais surtout de Michael Schumacher, pour qu'on puisse le considérer comme un autre pilote. Parce qu'on l'a vu dans la Jordan de son père, on l'a vu dans la Benetton de son père, on l'a vu dans les Ferrari de son père, bref, il a roulé plus de F1 de toutes les époques que n'importe qui avant d'en rouler une vraie. Tout ça sur des grands prix de Formule 1, devant tout un public, sous le coup de l'émotion, dont je faisais partie bien évidemment. Alors ok, très cool, l'image elle est sublime, d'une certaine manière elle est très poignante, tant on connaît la situation dans laquelle se trouve son père, il n'y a pas de souci. Par contre, alors dès que la F1 avait un Schumacher sous la main, avec une Formule 1 de son père et tout, ça y allait direct à fond sur la com pour en faire toujours le pré-show machin et tout, et t'es là, tu fais, mais les gars... Moi, je trouvais ça un petit peu trop à mon goût, parce que c'est pas que c'était pas joli, mais je me sentais presque un peu gêné pour lui, tant finalement on essayait de projeter l'image de Michael à travers lui, au lieu de lui laisser la chance d'être normal comme tous les autres, malgré son nom. Bon, qu'on le veuille ou non, on va avoir une grosse attente autour de Schumacher. En piste, en bien ou en moins bien, juste par son nom.
Voilà, on va être assez intransigeant. Moi, j'étais assez curieux pour le coup, mais quand même bien conscient que le talent, c'est pas forcément héréditaire. J'avais quand même hâte de découvrir cette personne, qui était ce fils du grand Michael Schumacher. Alors j'ai envie de vous dire que oui, mine de rien, Mick Schumacher, il est largement à la hauteur de son nom, parce que il est impeccable en dehors de la piste. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Il est humble, il est carré, il est bien éduqué, il est travailleur. Bon, il est germanique, quoi. Mais enfin, typiquement, c'est pas un flambeur qui se prend pour plus qu'il ne l'est, et loin de là. Et si c'est vrai qu'il lui manque quand même la présence de son père, qui lui aurait probablement énormément servi, ce rôle est quand même bien rempli par Sebastian Vettel, et il a de quoi autant émouvoir pour nous, que espérer que les conseils d'un quadruple champion du monde, avec qui tu roules d'ailleurs en même temps, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Loin de là, je pense qu'il a pris une formation by Sebastian Vettel, là, masterclass Sebastian Vettel, là, nickel quoi. On aurait tout ce qu'il fait être à la place de Schumacher, je pense. Bref, le nom Schumacher nous a apporté des émotions, mais peut-être pas les émotions sportives qui, finalement, qu'on attendait le plus, quoi. Et est-ce que c'est pour autant qu'on va être déçu? J'en suis pas certain. En revanche, c'est bien beau de parler de tout ça, mais Mick Schumacher, ça donne quoi sur la piste? Parce qu'on est d'accord, c'est pas un crack générationnel, c'est un pilote comme tous les autres, qui, une fois la visière baissée, ça doit faire état de tout son talent et de tout le travail abattu pour montrer que c'est le meilleur. J'avais fait une vidéo il y a bientôt 4 ans sur Mick, putain déjà, avant même qu'il roule en Formule 2, et déjà à l'époque on le soupçonnait de devoir faire 2 saisons dans l'antichambre de la F1, c'est ce qui s'est passé, mais j'avoue que dans ma conclusion, j'avais été peut-être un petit peu plus optimiste quant à son parcours en F1. Dans ma tête, je m'étais dit qu'il allait gagner plusieurs Grands Prix. Bon, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Alors, une année pour apprendre, une année pour gagner, c'est ce qu'il a fait globalement depuis qu'il roule en sport automobile, et les titres ont quand même suivi. La F3 Euro Series, c'était quand même une grosse catégorie à l'époque, puis la Formule 2, c'est pas rien non plus, faut le faire quand même. Même si bon, là, pour le coup, en 2020, le peloton n'était pas non plus le plus incroyable qu'on ait connu. Alors seulement 2 petites victoires, 10 podiums, avec aucune pole position à son actif. On va pas se le cacher, on n'est pas sur, encore une fois, un crack à la George Russell ou à Charles Leclerc. Et pourtant, il roule chez Prema, l'une des meilleures équipes de la grille, et il est couvé par la Scuderia Ferrari. Donc il a toutes les armes de son côté pour vraiment bien performer. Alors il montre rien d'extraordinaire, il a un bon rythme, il fait des beaux dépassements, quelques erreurs tout à fait normales pour un pilote de F2, on n'a pas le droit à des attaques aussi agressives et aussi impressionnantes qu'un Arthur Leclerc ou des remontadas des enfers de Charles Leclerc à son époque. Mick, c'est un bon pilote, sans trop plus a priori. Bon alors qu'on se le dise, 2021 avec la Haas, c'est un peu genre 22 simulations de Grand Prix, quoi. C'est 22 séances d'essais libres grandeur nature sur un an. La situation, elle est particulièrement difficile pour l'équipe qui n'a fait absolument aucun développement. Elle se concentre sur 2022, tant mieux, et tente de survivre juste ce qu'elle peut, quoi. Alors la voiture, elle est clairement horrible, mauvaise de l'année passée, bref, faire des sorties de piste et des erreurs surtout pour 2 rookies. Ouais, je comprends. Et c'est difficile d'apprendre avec une poubelle qui roule peut-être un petit peu trop vite pour ce qu'elle est vraiment capable de faire. Si vous voulez des analyses de la Haas 2020-2021, vous allez voir Romain Grosjean. Après vient son équipier Mazepin, qui d'une certaine manière permet à Schumacher de voler un petit peu en dessous des radars, tellement les gens sont à cran sur la vie extra-sportive de Nikita et scrutent le moindre fait et geste et petits problèmes sur et en dehors de la piste. Bon alors faut dire que Mazepin, il a pas le coup de volant le plus génial du monde et de l'histoire de la F1, et on comprend vite que la fameuse bataille de coéquipiers pour tenter d'établir un petit peu un niveau de compétitivité de Schumacher ou même de Mazepin, ça va être difficile tant le russe c'est pas du tout une référence. Un peu comme Hülkenberg qui ne regardait absolument pas les télémétries de Jolyon Palmer en 2017 tellement le Britannique était garé. Sauf que là où un George Russell qui avait l'une des pires charrettes en carbone de l'histoire de la F1 en 2019, la fameuse Williams, c'était lors de sa première saison, il s'est évertué à battre son coéquipier sur toutes les qualifications de la saison, et à 16 fois contre 2, il a fini devant en course. Alors oui, c'est Kubica qui, sur ces 2 Grands Prix, ramène le seul point de la saison, sur un Grand Prix fou en Allemagne, mais bon, c'est pas représentatif de la saison pour le coup. Et le problème, c'est que Mick Schumacher, pour bien commencer sa carrière, aurait dû suivre un parcours un peu similaire. Battre à plat de couture celui dont le public ne voulait absolument pas du tout entendre parler. Schumacher a bien battu Mazepin, mais c'est pas assez. Et c'est terrible de devoir dire ça, mais c'est presque pas assez. Alors 19-3 en qualif, oui, quand même,
Ou 2 fois, il peut même pas disputer la séance puisque Mick a planté la voiture en FP3. 16-5 en course, oui, Mick a été devant, bien, mais je pense qu'on s'attendait encore une fois que le champion de F2 mette une volée à Mazepin. Vous allez me le dire en commentaire, peut-être que je suis trop intransigeant là-dessus, mais c'est bien. Et c'est terrible de dire ça, mais c'est pas assez. Et pourtant, il l'a quand même bien battu, quoi, sur l'ensemble des face-à-face en coéquipier. Schumacher, il a quand même une petite volée, quoi. Mais pas assez. Schumacher, comme Mazepin en 2021, n'ont fait qu'apprendre à rouler sans se battre contre d'autres voitures. Cette première année d'apprentissage est biaisée parce que ils n'ont pas eu l'apprentissage complet de ce à quoi un pilote de Formule 1 peut être confronté, comme ça a été le cas pour l'autre rookie de l'année, Yuki Tsunoda. Nouvelle réglementation en 2022, des moyens mis dans cette nouvelle voiture et surtout nouveau coéquipier qui peut enfin servir à la fois de référence et dont Mick va pouvoir aussi apprendre 2-3 trucs. Kevin Magnussen. Alors sur la première partie de saison, en moyenne, Mick il prend 4 dixièmes en qualif par Magnussen, ce qui reste assez important. On est au-dessus de la frontière des 3 dixièmes, qui sont un petit peu la limite qu'on se donne, grosso modo, où on va dire qu'au-delà des 3 dixièmes, t'es garé, frérot. Bon alors après, il prend pas non plus une valise des enfers, genre 7 dixièmes à la régulière, où là, clairement, on se dit qu'il y a un problème soit avec la voiture, soit avec le pilote, et généralement, on se dit que le problème, c'est le pilote. Mais en revanche, ce que l'on a moins vu, c'est que sur cette deuxième partie de saison, il a fait tomber l'écart à environ 1 dixième et demi en moyenne en qualif. Franchement, c'est fort. Il a fait un petit peu plus jeu égal avec Magnussen en performance pure, et on peut noter une vraie progression du coup, qui se confirme un peu ailleurs. Premier point à Silverstone. Enfin, ça fait plaisir. Ça s'est confirmé au Grand Prix suivant en Autriche, où là aussi il a fait son meilleur résultat en carrière. Globalement un peu plus dans le fight avec les autres pilotes, il a pris ses marques, il a même résisté à Verstappen à Silverstone, qui avait certes une voiture un peu abîmée, mais il s'est pas démonté, il est allé au bout. Voilà, ça y est, on voit Schumacher enfin vraiment évoluant en tant que pilote de Formule 1 dans le peloton. Alors si Magnussen marque quand même des gros points sur la saison, Schumacher il est pas à la ramasse pour autant, souvent pas trop loin de son coéquipier du coup en qualif comme on l'a vu, plutôt devant à l'arrivée, même si c'est pas lui qui marque des points. Et ça c'est relou, parce que au final on regarde quand même les points marqués. Alors oui, on doit parler un peu des crashs. Bon, alors l'addition elle est quand même très salée. Entre l'année dernière, mais aussi cette année, il y a eu Jeddah, Monaco, Suzuka récemment, ça va très vite. Mais c'est vrai, un pilote qui plante souvent sa voiture sans rapporter assez de points, ça commence à faire un peu beaucoup. Quand s'y ramener des points, bon, ça irait mieux, mais... Le problème de tout cela, c'est que les crashs et leurs réparations, ça compte dans le budget capé, et que même si la limite est sur une base de 140 millions de dollars par an, As est encore loin d'atteindre ce plafond, ils sont en dessous. Donc c'est double peine toujours pour l'équipe américaine. Cet argent pour réparer la voiture, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans du développement de la voiture en cours ou même peut-être de la voiture de l'année prochaine. Et c'est hyper handicapant pour l'équipe. On a eu une silly season hyper animée par rapport à ce que l'on aurait pu penser au premier abord, et force est de constater, mais Mick Schumacher n'a jamais été en tête d'aucune liste pour les transferts, et c'est terrible parce que on sait tous que son contrat s'arrête à la fin de cette année. Alors, je m'étais dit personnellement que Mick Schumacher chez Alpine, ça aurait vraiment pu être intéressant. Ocon en leader, Schumacher qui apprend et qui se développe avec une voiture qui peut jouer quelque chose. Tout ça pour viser 2024-2026, mais c'était sans compter le joli coup d'aller casser le contrat de Gasly, auquel cas, oui, là sur le CV, Schumacher-Gasly, il n'y a pas photo. Bon, McLaren, c'est Piastri, On a eu une rumeur de Mick Schumacher chez Aston Martin en remplacement de Vettel. Je pense surtout que c'était plus un joli fantasme de le voir prendre la relève d'un père spirituel et d'une magnifique bromance plus qu'autre chose. Et pour le reste, Williams a été effectivement une option, mais la tête de liste fut d'abord Piastri, puis De Vries, et finalement ils ont signé le pilote de leur propre académie, Logan Sargent, qui arrive de la Formule 2. Et puis dernière chose, Schumacher X Ferrari, ça se termine. Car bon, alors oui, il est plus vraiment junior, mais il aurait pu le rester encore pour dire je suis encore de la Ferrari Driver Academy. Mais les liens se rompent avec l'écurie, qui l'a accompagné pendant quasiment toute sa carrière en sport auto. Enfin, je veux dire, ça envoie pas non plus une super image de ce côté-là. Alors oui, on est en présence d'un mauvais timing pour la carrière de Mick Schumacher en Formule 1, qu'il s'est un peu créé lui-même par ses performances, ou en tout cas ses contre-performances. Casser autant de voitures, c'est un énorme malus, surtout depuis qu'on a le budget capé en F1, même si la saison 2021
devrait pas être une référence, on se doit quand même de la prendre un petit peu en compte et force est de constater qu'il a pas mis la volée de sa vie à Mazepin. 2022, le réveil en termes de performance aurait été bien plus salué si c'était véritablement sa première saison, parce que mine de rien, il a vraiment bien progressé cette année. Le seul problème, c'est qu'il y en a un qui a pas trop de patience et qui s'appelle Gunther, et il a souvent un autre gars au téléphone qui a plus trop de patience non plus, qui s'appelle Gene Haas. Et les deux, je peux comprendre. Bah du coup, c'est hyper frustrant parce que Schumacher, comme Tsunoda ou d'autres rookies qu'on a vu passer ces dernières années, méritent quand même d'avoir vraiment au moins 2 bonnes saisons dans les pattes pour qu'on puisse faire un bilan propre, et on va dire 3 saisons pour prendre une décision, si jamais elle se pose. C'est généralement ce qui se passe ou se passait quand c'était des pilotes chez Toro Rosso qui est devenu AlphaTauri aujourd'hui. Là, finalement, on fait un bilan et on prend une décision sur 2 saisons, dont une qui compte pour pas grand chose tellement c'était la merde en 2021. Alors très probablement que planter la voiture en fin de séance d'essai libre à Suzuka quand il fallait simplement la ramener au garage a sonné un peu le glas, hein. Alors ce qui est absolument terrible quand même dans l'histoire, c'est que Mick Schumacher il se prend un énorme aquaplaning et je reconnais que je suis pas sûr qu'il aurait vraiment pu l'éviter, tant c'était plus une question de température des gommes que de vitesse de passage dans cette courbe-là. Mais bon, du coup, bah, il l'a quand même planté, quoi. Alors bref, on trouve mieux qui ne casse pas de voiture et qui peut aller chercher les points plus régulièrement grâce à l'expérience, et la solution, elle s'appelle Nico Hülkenberg. Alors Audi arrive en Formule 1 à partir de 2026, ce qui fait loin, sans faire trop loin, ça fait à peu près d'ici 3 ans, globalement, un peu plus de 3 ans, et il voudrait aligner un pilote allemand dans une des 2 Audi Sauber, sauf qu'il y a aujourd'hui un petit problème, c'est que des bons pilotes allemands, ça court pas les rues. Alors on peut penser au vieillissant Nico Hülkenberg qui aura un peu roulé avec Haas, probablement 2 saisons, peut-être 3, il aura alors 37 ans, tout comme un certain Valtteri Bottas, lui il est finlandais mais bon voilà, t'as compris, qui sera sur les coups des 36-37 ans aussi, donc trouver un pilote d'expérience, oui, ça sera pas trop compliqué globalement, et ce sera très bien pour faire progresser le nouveau Power Unit. Autrement, si on regarde les catégories juniors, on n'a pas de pilote allemand transcendant sur le point de tout déchirer et sur lequel Audi pourrait miser une petite pièce. Alors je pense à David Beckmann, qui en est déjà à sa 2e saison de F2 et qui reste assez loin dans le peloton, c'est dommage parce qu'en F3, il roulait quand même pas trop mal. Je pense à Lirim Zendeli, qui avait pas spécialement performé en F2 en 2021, et alors cette année, il a quasiment pas roulé puisqu'il a disputé 2 meetings de F2 et 2 meetings de FIA F3. Bon, l'Allemagne en monoplace pour le moment, c'est pas folichon, faudra peut-être aller chercher ailleurs. Bon alors, je vous vois venir aussi, et si Sébastien Vettel se réveillait d'un coup d'un seul de sa vie de retraité et revenait en Formule 1? Alors, ça me ferait ultra kiffer, mais qu'on soit bien d'accord, ça me paraît assez improbable, quand même, hein. Alors du coup, je pose la question, et Mick Schumacher dans tout ça? Bah Mick, la vraie question, c'est surtout qu'est-ce qu'il va faire pendant 3 ans, si jamais Audi veut bien de lui. Hein, je rappelle, pour l'instant, le pédigré de Mick, c'est terrible à dire, hein, mais c'est je casse des voitures. Alors il fait quoi? Il part faire de l'endurance? Mais avec qui? C'est dommage qu'il soit plus en lien avec Ferrari, ils vont aligner une hypercar roman. Ça aurait été cool, quoi. Et puis derrière, revenir en F1 une fois que t'es allé faire de l'endurance pendant 2-3 ans, c'est pas facile, hein. Finalement, peut-être que la carrière de Mick Schumacher en F1 va s'arrêter tout bonnement, sans en l'avoir vu vraiment se développer, montrer vraiment tout ce qu'il savait faire. Peut-être que l'on verra écrire l'histoire, mais en endurance, là où son père Michael avait roulé en début de carrière, avoir un Schumacher au sommet de la F1 et un autre au sommet de l'endurance, ça serait une très belle dynastie et probablement une très belle histoire pour Mick.